Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour échanger ensemble sur le radiateur électrique numérique Maïco Pro. Donc la présentation va durer 15-20 minutes et après on s'est gardé un temps pour passer des questions-réponses avec vous bien évidemment. Donc on va être assez rapide. Le but c'est aussi d'échanger avec vous. Donc je suis Martin Créache, je suis responsable projet chez Estia. Et bonjour, je suis Camille Chenuil, du coup directeur technique au sein de chez Estia. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais remettre un petit peu de contexte historique sur la société. Donc on développe des solutions pour l'éco-habitat depuis 2016 maintenant. Alors peut-être que certains d'entre vous nous connaissaient sous un autre nom, puisqu'à l'époque on s'appelait Wiz Element et on proposait un récupérateur de chaleur pour les eaux usées de la douche qui s'appelait Eco. Entre-temps, on a beaucoup évolué. Alors déjà en changeant de nom pour devenir Estia, mais aussi et surtout en ayant développé un autre produit beaucoup plus impactant sur le bâtiment. Donc bien sûr, je veux parler de Maïco Pro. Donc notre expertise technique sur la récupération de chaleur nous a amené à repenser les systèmes de chauffage dans le bâtiment. Donc c'est pourquoi on a décidé de créer donc Maïco Pro. Maïco Pro, c'est un radiateur électrique numérique. Alors je précise le terme numérique parce qu'en fait à l'intérieur, vous allez avoir deux sources de chaleur. Vous allez retrouver une résistance électrique classique, donc qui à elle seule va pouvoir subvenir aux besoins en chauffage. Et ensuite, vous allez retrouver des cœurs numériques, donc des cartes électroniques, qui, donc, grâce à l'électricité et à une connexion Internet, vont pouvoir effectuer du calcul informatique et donc libérer de la chaleur. Donc on parle de récupération de la chaleur fatale. Donc Maïco Pro, finalement, c'est un système hybride. Alors je vais revenir un petit peu sur la notion de chaleur fatale. La chaleur fatale, c'est la production d'énergie qui est non valorisée sur le site. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple très concret d'endroits où on a de la chaleur fatale, c'est par exemple les incinérateurs. Un incinérateur de déchets, la fonction principale du site, ça va être de réduire le volume et de détruire les déchets. En résultat, on va avoir de la cendre. Et un élément qui est non valorisé, c'est de la chaleur aujourd'hui, puisque les flammes vont chauffer l'atmosphère à travers les fumées. Aujourd'hui, on a tellement d'énergie qui est libérée par ce procédé qu'on a justement cherché à le revaloriser. Donc aujourd'hui, on a une filière entière qui cherche à revaloriser l'énergie des incinérateurs, qu'on le retrouve principalement via les réseaux de chaleur urbains. C'est même aujourd'hui une imposition, puisque le gisement d'énergie fatale est tellement important que c'est une obligation d'aller récupérer ce gisement-là. Des gisements d'énergie fatale, on en retrouve beaucoup. On en a par exemple dans les centrales thermiques, on va retrouver dans beaucoup de procédés industriels. Et parmi eux, on va retrouver les data centers. Dans un data center, on va rentrer de l'électricité pour faire du calcul avec différents usages. Regarder des séries de streaming comme Netflix, faire des prévisions météorologiques, utiliser pour des modèles d'intelligence artificielle. On connaît tous les applications qu'on peut retrouver à travers ces éléments-là. Et en fait, on va avoir une libération de chaleur qui est extrêmement importante sur ces lieux-là, qui en font un gisement très important. Ce qui est notable, c'est que sur un data center, on va avoir 40% de la production d'électricité utilisée pour refroidir le matériel informatique. À partir du moment où on a de toute façon une charge électrique qui passe à travers un composant, on va avoir un phénomène physique qui s'appelle l'effet Joule et qui va générer de la chaleur. Là, on a eu du coup une opportunité d'exploiter cette chaleur-là à travers les radiateurs numériques Maïco Pro. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, l'intérêt de ce gisement de chaleur fatale, c'est que c'est un secteur qui est en pleine croissance, puisqu'on a une croissance de 20% annuelle depuis 2022 et qui est stable en prévision jusqu'en 2030 derrière les dernières études McKinsey. Aujourd'hui, si on reprend l'exemple du réseau de chaleur urbain, donc le principe de récupération d'énergie fatale qui est très connu dans le milieu du bâtiment, on a une solution qui est dite centralisée. C'est-à-dire qu'on va avoir un site, un gisement d'énergie fatale, de chaleur fatale, qui va être capté sur le site. On va mettre en place une boucle de distribution pour l'amener directement là où on en a besoin, donc à savoir les logements. On va avoir un système qui va permettre de le transmettre dans le logement, les sous-stations, et après une boucle de circulation pour les acheminer directement dans les logements individuels des utilisateurs, sous la forme que l'on souhaite, donc soit sous forme de chaleur pour le radiateur, soit sous forme d'eau chaude sanitaire.
L'approche que l'on a eue et qui est possible avec les data centers, c'est qu'on peut avoir une approche qui est décentralisée. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un système où on va avoir des pertes en ligne et de la maintenance importante pour acheminer la chaleur directement au logement, on va faire l'inverse. On va décentraliser les unités de calcul, les embarquer directement dans des radiateurs individuels et chauffer le logement sur site. L'intérêt, c'est que pour le coup, il n'y a pas de maintenance pour rapport à toute la boucle de logistique. Et également, on n'a aucune perte de chaleur puisqu'elle est directement produite dans le logement. Et en fait, le gros intérêt, c'est que pour le coup, faire transiter de l'information aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement facile via notre connectivité que l'on a sur nos territoires, alors que faire transiter de la chaleur, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué pour des raisons qui sont physiques. Donc, vous avez 3 choses à retenir en réalité avec notre système. Les plus importantes, c'est ce qu'apprécient le plus finalement nos clients avec nos solutions. Premièrement, c'est l'impact positif que va avoir notre solution sur les indicateurs de la RE 2020. Donc vous verrez, ça va se traduire par une optimisation du CEP et du CEPNR. Deuxièmement, il est très important de noter que les coûts d'investissement initiaux et les coûts d'exploitation font de cette solution une des plus abordables du marché aujourd'hui. Et troisièmement, on parle d'une mise en œuvre très simplifiée, puisqu'on parle d'un système électrique individuel par rapport aux solutions aujourd'hui collectives qui nécessitent de grandes et lourdes infrastructures. Finalement, vous allez retrouver la simplicité du radiateur tel qu'on la connaît. Donc si on met le focus un peu plus sur le premier point que je viens d'évoquer, choisir MyEcoPro, c'est s'assurer la conformité avec la RE 2020. Quel que soit le système de production d'ECS que vous allez mettre avec. Très généralement, ça fonctionne très bien avec des ballons thermodynamiques. De temps en temps, une PAC ECS collective, si nécessaire, selon le besoin. Et donc, MyEcoPro, c'est valorisé avec un titre 5 dans les logiciels en RE 2020. Et comme l'a expliqué Camille, cette récupération de chaleur fatale est extrêmement bien valorisée dans les calculs thermiques. C'est une énergie renouvelable et de récupération qui est captée directement sur le bâti. Donc, ce qui a pour conséquence une contribution nulle finalement sur le CEP et le CEPNR. Ce qui va vraiment impacter ces indicateurs-là, le CEP et le CEPNR, c'est donc la résistance électrique d'appoint et la puissance de veille. Aujourd'hui, 100% des projets sur lesquels nous avons été étudiés sont conformes à la RE 2020. Et puis, en ce qui concerne l'impact carbone, l'IC Énergie est plutôt favorable également, l'électricité étant une énergie décarbonée, contrairement au gaz, par exemple. Alors, je vais en profiter un peu pour vous montrer quelques cas d'études que l'on a eu avec la solution. Donc là, on est sur un cas d'étude où, avec les nouveaux constructeurs, pour une résidence étudiante de 183 T1, on va avoir sur cette étude, du coup, qui est issue des simulations thermiques, le BBio, qui est de 90,2 sur le projet. Donc ça, c'est le seuil du projet qui est réglementaire. Quand on a mis notre solution, on était sur un BBio qui était au plus proche. Donc les besoins de chauffage sont les plus élevés qui étaient acceptables sur ce projet. On n'a que 1% de gain sur cette partie BBio. Et d'un point de vue CEP et CEPNR, lorsqu'on mettait MyEcoPro, donc radiateur numérique plus un ballon thermodynamique, on a un CEP de 97 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, ce qui représente un gain sur le projet de 34% et à peu près 20% sur la partie CEPNR. Ça, c'est des valeurs qu'on retrouve très régulièrement sur nos projets. Je vais vous présenter justement un autre cas d'étude où on a un peu un comparatif par rapport à une autre solution. Donc, dans ce cas-là, on était sur un projet de 15 logements collectifs avec Maine-et-Loire Habitat. La volonté de la maîtrise d'ouvrage était d'avoir des solutions complètement individuelles électriques, parce que pas de maintenance. Donc le travail qui a été fait, ça a été un travail de renforcement du BBio pour abaisser au maximum les besoins de chauffage. Quand ils ont fait cette première itération en faisant un effort sur le renforcement du BBio, ils ont obtenu des valeurs sur le CEP déjà qui étaient extrêmement élevées par rapport aux valeurs seuil. Donc ils ont tout de suite abandonné parce qu'ils se sont dit que la partie CEPNR n'était même pas envisageable. C'est à ce moment-là que nous, on a commencé à travailler avec eux et à leur présenter la solution. Et on a justement pu proposer une solution également individuelle qui les avantages de ne pas avoir de maintenance. Et
Là, pour le coup, on retrouve un Bébio qui est remis à la limite du seuil, puisqu'il n'y a pas besoin de le renforcer plus que ça, avec une contribution sur le CEP et le CEP-NR qui est largement en dessous. On retrouve des valeurs aux alentours de 30-35%, 38% sur le CEP et 20-25% sur le CEP-NR. Et je voudrais vous présenter un dernier cas, encore une fois avec les nouveaux constructeurs. C'est le premier qu'on avait fait avec eux. Donc là, on était sur un ensemble de logements collectifs, de 71 logements collectifs. Pareil, donc première volonté de la maîtrise d'ouvrage, c'est de passer sur de tout électrique individuel. On était repassé sur une phase où on avait un renforcement Bébio pour essayer d'abaisser les consommations des radiateurs effet Joule. Le CEP était travaillé, on n'était pas très loin des indicateurs, mais vu la distance du CEP-NR, c'était inenvisageable pour eux de renforcer davantage le Bébio pour essayer de rendre le projet conforme. Donc ils avaient basculé leur projet complètement sur une solution en pack double service hybride gaz en collectif. On retrouve ces valeurs là où ils partaient sur cette solution, où on a un CEP, un CEP-NR qui est conforme, on le sait, sur cette solution, parce que c'est quasiment la solution de référence aujourd'hui, depuis que le gaz est disparu depuis le seuil 2025. Et on a pu mettre notre solution et la comparer. Donc on a eu encore une fois sur la phase APD un allègement du Bébio parce qu'il n'y avait plus besoin. Et on voit qu'on a un CEP et un CEP-NR qui est encore meilleur que celui d'une PAC double service et qu'on retrouve encore ces valeurs assez classiques qu'on retrouve à 30-35% sur le CEP-NR, sur le CP et 20-30% sur le CEP-NR. Le deuxième gros avantage que j'évoquais tout à l'heure, il concerne l'aspect économique. Parce que MyEcoPro va permettre de réduire considérablement les coûts et vous allez pouvoir retrouver en tant que maître d'ouvrage une maîtrise de votre budget global. Alors la question c'est pourquoi premièrement, vous avez un investissement initial et des coûts d'installation qui sont beaucoup moins onéreux que des solutions collectives. Ça c'est le premier point. Le deuxième point concerne l'exploitation. C'est pareil, en fait, il n'y a aucun frais de maintenance avec MyEcoPro puisque on parle d'un radiateur électrique. Et le troisième point, c'est la valorisation de l'espace. Puisque MyEcoPro va permettre de valoriser les espaces, plutôt que d'avoir des locaux techniques, on peut les réattribuer finalement en espace de vie et donc en surface valorisable pour le maître d'ouvrage également. Donc je vais revenir un petit peu sur les coûts d'investissement. Là, c'est une étude qui a été faite avec Batigère sur 2 bâtiments accolés pour 37 logements. Donc on est encore sur un programme de logement collectif. Le coût d'investissement des packs double service ici était de 585 000 euros pour les 2 bâtiments. Et le total d'investissement pour les solutions individuelles, donc chaudière, radiateur numérique plus eau chaude thermodynamique, on était sur 275 000 euros à peu près. Ça fait qu'on a un différentiel d'investissement d'à peu près 310 000 euros entre les 2 solutions. Aujourd'hui, pour redonner des chiffres, la PAC double service ramenée au nombre de logements est à peu près sur un coût de 15 000 euros, 15 400 euros par logement. Et le coût de la solution MyEco plus chauffe-eau thermodynamique, on était sur un coût de 7 400 euros par logement, sachant qu'on était sur majoritairement des T3, T4 dans la typologie du projet. Lorsque l'on regarde du coup le temps de retour sur investissement, sur le projet, on avait une économie sur la facture d'énergie sur l'ensemble des bâtiments de à peu près 10 000 euros, 9 764 euros par an. Ce qui fait que par rapport au surcoût d'investissement, on a un ROI qui est sur 31 ans. Et en fait, c'est un élément qui est peu intéressant puisque la durée de vie conventionnelle des équipements est largement inférieure à cette valeur-là. Donc aujourd'hui, on a un équipement qui ne va pas être intéressant d'un point de vue rendement, retour sur investissement, et d'autant plus que l'on n'intègre pas dedans beaucoup d'éléments qui sont importants, notamment le taux d'actualisation du capital, les frais de maintenance et tous les éléments qui sont annexes, qui sont à prendre en compte, qui n'ont pas encore été pris. Mais c'est un élément sur lequel je vais revenir. Alors malheureusement, je ne peux pas vous présenter l'étude qu'on en a fait parce qu'elle est encore confidentielle, elle doit être publiée avant de vous la présenter. Donc j'ai repris une étude qui a été faite par Pouget Consultant qui est sur le même principe, à savoir une évaluation du coût d'exploitation des différentes solutions et notamment comparer celle de MyEcoPro par rapport aux autres. Donc sur cet élément-là, on va retrouver tous les coûts qu'on retrouve à l'exploitation, à savoir les coûts d'abonnement, autant gaz que électrique. On va retrouver également les abonnements individuels et collectifs, donc pour gaz et électrique.
On va avoir les frais de maintenance et les consommations sur les factures électriques, notamment pour les consommations qu'on appelle immobilières, liées au chauffage, l'eau chaude sanitaire, ventilation et les éclairages, et les consommations mobilières qui sont les consommations de l'utilisateur classique pour rechargement de son ordinateur, utilisation courant d'électroménager. Les consommations mobilières sont les mêmes pour toutes les solutions, évidemment, puisque c'est propre à l'usage. Là, on va avoir une différence entre du coup, les deux histogrammes qui sont encadrés en jaune, donc la PAC double service et une solution radiateur électrique plus chauffe-eau thermodynamique. Ça va être la consommation sur la partie de la facture d'énergie. Comme vous l'avez vu, on a une facture d'énergie qui est plus importante. Et maintenance. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en coût d'exploitation total, on a un coût d'exploitation qui est inférieur sur les solutions individuelles parce que la maintenance est extrêmement importante. Et en fait, ce que l'on a, c'est que dans les bâtiments en RE 2020, on a une isolation qui est très performante, donc les besoins de chauffage sont bas. Et en fait, les consommations électriques sont certes plus importantes, mais pas aussi importantes que là dans leur rénovation. Et aujourd'hui, le coût de maintenance va supplanter l'économie d'énergie qui est faite sur des bâtiments qui sont, encore une fois, sur des bâtiments neufs. C'est quelque chose qui sera moins vrai sur de l'existant où on n'a pas une isolation aussi performante. Et ça a fait que, en fait, de manière contre-intuitive, la surperformance de l'Aéro 2020 limite énormément l'économie d'énergie des solutions très performantes et qui sont très coûteuses par rapport à cette solution-là. Donc, je reviens sur la valorisation de l'espace. Concrètement, plutôt que d'avoir des locaux techniques qui sont réservés pour les pompes à chaleur, par exemple, vous pouvez faire des locaux à vélo ou bien des parkings que vous pouvez revendre après en tant que copromoteur, par exemple. En toiture, plutôt que d'avoir des unités extérieures et donc de devoir faire un traitement acoustique, vous pouvez faire des nouveaux lots ou des rooftops, par exemple. Donc maintenant qu'on vient de voir les principaux avantages, finalement, comment ça s'installe? Vous avez trois choses à savoir en réalité. Une accroche murale classique pour un radiateur. Un raccordement électrique, pareil, rien de plus banal. Et la petite spécificité, c'est un raccordement au réseau Internet. Donc c'est une imposition du CSTB, bien sûr, pour valider le titre 5. Et ça va permettre également d'assurer la connectivité entre le radiateur Maïco Pro et l'application. On ne l'a pas précisé, mais il y a une application qui permet à chaque utilisateur de piloter simplement et gratuitement ces systèmes de chauffage collectivement, de retrouver tous les modes, etc. Donc la bonne nouvelle, c'est que je veux bien que tu... Merci. La bonne nouvelle, c'est que cette connexion au réseau Internet, elle fait partie des services généraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande simplement aux gestionnaires de bâtiments d'avoir une box finalement commune, une box Internet commune au bâtiment. C'est très important de bien comprendre ça et de garder ça en tête parce que ça permet notamment aux maîtres d'ouvrage d'en profiter finalement et de mutualiser les coûts en raccordant d'autres équipements connectés. Ça peut être de la télésurveillance, on remplace les kits GSM typiquement dans les ascenseurs, des portails connectés, etc. etc. Donc concrètement, comment ça se passe ce RSG? On parle de réseau des services généraux. En fait, vous avez une box, donc une petite baie de brassage, ça reste assez petit, ça représente 40 sur 60, qu'on met soit dans un local technique fibré, soit directement, et très souvent d'ailleurs dans la gaine palière, la colonne des services généraux. Et à partir de là, on va faire une première architecture en étoile. C'est-à-dire qu'on va mettre un premier gros switch, on va tirer du câble RJ45 pour arriver dans chaque logement. Et lorsqu'on arrive dans chaque logement, on va aller se mettre directement sur la GTL, donc sur le panneau de communication. On va remettre un tout petit switch et on va refaire une petite architecture en étoile pour aller connecter et plugger chaque radiateur qui sera installé finalement dans le logement. Et donc c'est comme ça que sont connectés tous les radiateurs Maïco Pro d'un même bâtiment à un seul point d'accès Internet. Et enfin, on va vous montrer les projets finalement sur lesquels notre solution est très pertinente. Une moitié, on va dire, c'est tous les projets. Alors c'est que de l'Aéro 2020 aujourd'hui. Tous les projets sur lesquels la demande c'est d'être en tout électrique. Mais aujourd'hui c'est très compliqué de mettre du radiateur électrique classique. Ou alors, c'est possible, mais en ayant des contraintes sur d'autres aspects du bâtiment. Un bébio renforcé qui coûte très cher, des panneaux photovoltaïques, des récupérateurs de chaleur, etc. Donc voilà, là, vous avez du mal sur ces projets-là. Finalement, on permet de réintégrer le radiateur électrique très facilement.
Et l'autre grosse moitié de nos projets sur lesquels on est installé, ça va être finalement tous les projets où les solutions de base, de référence, sont collectives, comme les pompes à chaleur double service, l'hybride gaz, la géothermie, la biomasse. Et en ce qui concerne les typologies de projets sur lesquels ça fonctionne très bien, évidemment, vous l'avez compris, vous allez retrouver l'habitat résidentiel, un classique, le logement collectif. Vous allez retrouver aussi toutes les résidences étudiantes, les résidences services, pardon, et également les maisons individuelles accolées, style lotissement. Donc voilà, je pense qu'on est dans le timing. Donc si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre. Bonjour, merci pour votre intervention. Je suis arrivée un petit peu en retard, du coup j'ai peut-être raté une info, mais la chaleur fatale, donc elle est issue du calcul informatique, donc la décentralisation des data centers. Mais en fait, à quoi sert cette puissance de calcul? Avec qui elle est contractée? Enfin, à qui elle sert finalement? Et est-ce qu'il faut un contrat avec une entité? Enfin, voilà. Alors c'est une très bonne question. Donc du coup, la chaleur fatale, elle est issue du calcul en effet pour des data centers. Pas du tout l'habitude de m'entendre en écho. Ça va être des. En fait, nous, on se positionne comme un partenaire pour ces infrastructures. Aujourd'hui, le data center est en pleine expansion. Ils cherchent des infrastructures pour pouvoir déployer leurs calculs. On va avoir des personnes qui n'ont pas les capacités de déploiement d'infrastructures et on va leur proposer le matériel pour qu'eux, ils puissent l'utiliser. Aujourd'hui, on va avoir un nombre d'acteurs qui sont assez importants qu'on retrouve sur le marché français. C'est très large, puisque aujourd'hui on a autant du fonds souverain numérique français, donc l'armée qui souhaite avoir une indépendance par rapport aux solutions américaines, par exemple, pour pouvoir voir un traitement de leurs informations. On a une expansion extrêmement forte sur les modèles d'intelligence artificielle sur lesquels nous on se positionne fortement. Et donc on a un ensemble d'acteurs comme ça. Et nous on est vraiment une infrastructure as a service pour ces acteurs-là. Donc le bénéfice, c'est qu'en fait, ils ont un accès à de l'infrastructure sans avoir à la déployer eux-mêmes, avec des capacités de scalabilité qui est différente d'un data center. Parce qu'un projet, c'est extrêmement long à mettre en œuvre pour eux, là où pour nous, on a une capacité de scalabilité qui n'est pas du tout la même que sur leur projet. Bonjour, moi j'ai une question sur le modèle. Moi je suis ça avec beaucoup d'intérêt, mais vous avez pas mal de concurrents qui se sont réorientés sur l'eau chaude sanitaire. On a eu des expériences dans le logement social où on avait installé des radiateurs, mais du coup ça ne tombe pas l'été. Donc ma question c'est comment vous gérez le fait qu'il n'y a pas d'activité l'été. Et voilà, moi ce que j'avais vu c'est que le marché se réorientait sur le chaude sanitaire. Comment vous faites-vous pour rester orienté sur le chauffage? Oui, en effet. Donc aujourd'hui, on voit l'intérêt sur l'eau chaude sanitaire, c'est qu'on a une demande qui est stable toute l'année, puisque du coup, c'est moins lié aux besoins de chauffage. Pour notre partie, on n'a pas cette problématique parce que aujourd'hui, on est sur des protocoles qui sont beaucoup plus ouverts que ceux qui sont utilisés par nos concurrents. Donc, on peut se positionner vraiment sur des solutions qui peuvent venir en appoint actuellement pour ces acteurs-là. Aujourd'hui, ces acteurs ont un accès à l'énergie solaire qui fait qu'ils ont beaucoup moins de contraintes et de pression gouvernementale pour pouvoir tourner en été. Alors qu'en hiver, lorsqu'on a un besoin d'électricité qui est très fort et on a une tension qui est très forte sur la grille du réseau électrique, ils sont beaucoup plus contraints et du coup, ils doivent faire des concessions. Et c'est là, nous, on va leur apporter justement ce surplus de capacité qui est valorisé autre part et qui leur permet justement de continuer d'exploiter leur modèle. Après, l'eau chaude sanitaire est en effet un gisement qui est aussi extrêmement intéressant, mais on le voit comme quelque chose de complémentaire et pas comme quelque chose d'excluant par rapport au chauffage. Il y a aujourd'hui une valorisation sur le chauffage qui est quand même très intéressante et qui est exploitable. Alors, vous parliez de projets concernés exclusivement en logement ou résidence universitaire. Est-ce que ce seraient des systèmes qui pourraient être mis en place pour des ERP, pour des collectivités ou du tertiaire? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi?
Alors, en soi, on n'a aucun souci avec ces établissements-là. C'est juste qu'aujourd'hui, notamment sur le tertiaire, il y a des décrets qui ne sont pas encore complètement explorés, notamment les décrets BAC, et les obligations sur les renouvellements d'air qui font que est-ce que la solution est complètement pertinente par rapport à des ventiloconvecteurs, par exemple. Sur les établissements, sur le RP, il n'y a pas de questions qui se posent. Aujourd'hui, on a un système en chaleur douce, donc en termes, il n'y a pas de risque de brûlure pour des enfants en bas âge ou des choses comme ça. C'est juste, les typologies sont plus rares et moins fréquentes dans ce qu'on leur rencontre. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je souhaitais revenir effectivement un peu comme sur la première question, plutôt côté, parce que côté utilisateur, on est d'accord pour dire que la solution est quand même intéressante. Par contre, côté data center, enfin les personnes qui vont mettre à disposition cette puissance de calcul, est-ce que vous arrivez à trouver un intérêt chez eux de, comme ça, de décentraliser leur puissance de calcul, alors qu'on sait que au niveau de sécurité informatique, ça peut peut-être poser des problèmes. Au niveau des sites de data center, il y a pas mal d'exigences au niveau du tier 2, tier 3, tier 4. Comment vous attirez ces personnes-là pour qui mettent à disposition leur puissance de calcul? Alors, sur la partie personnes qui souhaitent distribuer du calcul, c'est l'élément le plus facile pour nous. Aujourd'hui, nos protocoles, on a vis-à-vis de ces personnes-là, on a une transparence qui est totale sur comment on fonctionne et comment on distribue le calcul. Le fait qu'il soit distribué, en fait, on a une sécurité qui est extrêmement forte. La capacité d'attaque d'un radiateur, en fait, elle est protégée par l'occupant en lui-même. Il faut aller cambrioler un occupant pour une donnée qui est très éphémère sur la machine. Et en plus, le calcul, il est fragmenté avant d'être recompilé à la suite. Donc en fait, en soi, il n'y a rien d'exploitable, même si on a été capable de capter une chaîne cryptée. Le gros intérêt pour ces data centers-là, c'est qu'en fait, ils vont pouvoir mettre ce qu'on appelle du calcul en queue. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à attendre un délai un peu plus important, que nous, on a une charge de chauffage qui nécessite de faire du calcul, mais ils vont pouvoir avoir un coût qui soit beaucoup plus attractif et ils vont aussi pouvoir se conformer sur les notions de consommation électrique qui sont liées à leur stress, notamment sur les périodes hivernales, et de limiter leur consommation. On ne peut pas leur rétribuer l'impact carbone parce qu'on le rétribue déjà sur le bâtiment, donc on ne peut pas avoir une double comptabilité sur le carbone, mais rien que l'intérêt pour eux de limiter leur consommation électrique, c'est déjà quelque chose qui est énorme et ils sont prêts à attendre un petit délai, puisqu'aujourd'hui, en moyenne, un calcul instantané, et ça va prendre en moyenne entre 3 et 5 minutes de plus quand il sera traité via nos systèmes. Oui, bonjour. Ma question, c'est comment vous rétrocédez la consommation d'énergie générée par le calculateur à l'occupant? Alors, effectivement. En fait, il n'y a pas de rétrocession à proprement parler de la consommation d'énergie. Comme je l'expliquais, dans le radiateur, vous avez deux sources de chaleur, soit la résistance, soit les cœurs numériques. Ce qui va se passer en réalité, la priorisation du chauffage va se faire via ces cœurs numériques. Bien sûr, hein, c'est ça le titre 5, etc. La résistance vient en soutien, en appoint pour assurer le besoin en chaleur. Mais dans les deux cas, que ce soit les cœurs numériques ou la résistance, ils ont besoin d'une énergie, en l'occurrence l'électricité. Donc pour l'utilisateur, lui, que ça chauffe via les cœurs numériques ou la résistance, ça ne change rien pour lui. Il va payer exactement la même facture, la même consommation, enfin il aura la même consommation et donc la même facture d'énergie que ça chauffe via l'un ou l'autre. C'est un peu le même principe qu'un réseau de chaleur urbain finalement, où je veux dire, c'est de la récupération de chaleur centralisée, pardon, comme disait Camille. Pour autant, les occupants, ceux qui vont en bénéficier, vont régler leur énergie, bien évidemment. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Il n'y a pas un delta de rendement entre une énergie diffusée par la résistance et une énergie diffusée par le calculateur? Alors, on a le même rendement entre les deux solutions. Vraiment, aujourd'hui, c'est tout le concept que l'on a développé. En fait, toute la R&D était autour de limiter les systèmes actifs pour avoir que de la dissipation par effet Joule via les cartes de calcul. Je voudrais juste rajouter un point sur les notions de rétribution. Aujourd'hui, tous les revenus que l'on a via le calcul permettent d'assurer les services que l'on propose aux utilisateurs. Ça veut dire que toute la connectivité, toutes les fonctionnalités supplémentaires, elles sont proposées systématiquement à tous les utilisateurs. Donc aujourd'hui, typiquement, on travaille sur des systèmes adaptatifs par rapport aux conditions météorologiques pour limiter les consommations. Et c'est quelque chose qu'on leur propose systématiquement.
Et ça, c'est financé grâce au calcul. La problématique, c'est que les revenus du calcul n'étant pas stables, on ne peut pas s'engager contractuellement à faire une rétrocession sur la facture énergétique, au risque derrière d'avoir quelque chose de contractuellement où on va décevoir soit l'utilisateur, soit pas pouvoir tenir nos engagements. Et comment vous vous assurez que l'utilisateur il va continuer à travailler avec vos radiateurs et que vous aurez toujours le service à vos prestataires de calcul? Alors, je suis désolé, j'ai pas entendu le début. Si vous voulez, le particulier, à un moment, son radiateur il va être hors service, il va le remplacer. Comment vous assurez qu'il va continuer avec vous si vous êtes engagé avec vos prestataires? Alors du coup, nous, on travaille sur une flotte. Donc derrière, on va avoir un monitoring de la flotte et un suivi. En effet, de toute façon, on ne peut pas avoir un contrôle sur les utilisateurs plus que ça. On a juste un travail qui est statistique sur l'ensemble de la flotte. Ensuite, en fait, notre intérêt à nous, c'est de maintenir la flotte dans un état de fonctionnement le plus longtemps possible. Donc, on a un fonctionnement qui est vraiment basé à la contraire de l'obsolescence, à savoir, on a un intérêt à remplacer les cœurs numériques à nos frais pour pouvoir maintenir le radiateur dans un fonctionnement le plus longtemps possible. Donc ça va être des éléments. Aujourd'hui, on réfléchit à des modèles de rétribution des utilisateurs pour pouvoir accepter les remplacements du matériel pour les mettre à jour. Et après, en soi, c'est du travail statistique pour faire en sorte que la flotte soit la plus saine possible sur la durée. Merci. Donc on est timé, on nous dit que c'est fini. Merci à tous beaucoup pour vos questions et votre présence. On est présent évidemment en tant qu'exposant sur ce salon. Donc vous pouvez nous retrouver au stand ST2 pour continuer nos échanges et discuter de MyEcoPro sur vos opérations, etc. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.